Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux oscillations amorties. On va reprendre exactement le montage précédent et on va rajouter des frottements fluides. Alors je le rappelle et je le redonne rapidement, ce montage. On a ici une structure fixe sur laquelle on a accroché un ressort, une masse. La masse, c'est le système que l'on va étudier, son déplacement. Le ressort à l'état à vide a une longueur L0 et donc il a une constante de raideur K. Lorsqu'on tire le ressort, il va y avoir une force vers la gauche, si je le tire vers la droite, et inversement, si je le compresse, il va y avoir une force vers la droite. On a vu qu'on pouvait exprimer la force de rappel du ressort à partir de la coordonnée x, qui correspond parfaitement à l'allongement, sous la forme fx égale moins kx. Je vous conseille d'aller revoir la vidéo précédente si vous avez des questions, si vous posez des questions là-dessus. Donc voilà, on a le point X ici qui va nous servir de référence pour donner la position de notre objet et qui nous donne au passage l'allongement. Donc on a directement fx égale moins kx avec cette valeur x. On va rajouter une force de frottement fluide dans ces équations. Cette force de frottement, on va la supposer visqueux, force de frottement visqueux. Donc on a une force qui va s'écrire comme F égale moins hv et qui s'oppose naturellement à la vitesse. Alors si on prend par exemple ce cas-là, on imagine que l'objet se déplace à ce moment-là vers la droite, et on va avoir une force vers la gauche, et inversement, si on prend ce système-là, s'il se déplace sur la gauche, on va avoir une force sur la droite. Naturellement, notre système, on s'attend à ce qu'il fasse des allers et retours, donc s'il va dans ce sens-là, la force, s'il va de gauche vers la droite, si la vitesse est de gauche vers la droite, on aura une force qui sera vers la gauche, alors qu'inverse, s'il se déplace même ici vers la gauche, la force sera vers la droite. Il faut naturellement que ce soit bien pris en compte dans les équations, et c'est le cas puisque on voit tout de suite que la force s'oppose à la vitesse avec ce moins hv. On va l'écrire maintenant sous forme de coordonnées. Donc on voit que la vitesse finalement, elle est portée juste par l'axe des x. Donc finalement, la vitesse, elle est donnée directement par x points. Et donc on reprend juste cette formule, on regarde ce qui se passe en coordonnées x, on a moins h x points. Donc on va faire le bilan des forces. Et on va l'utiliser, enfin on vient de faire le bilan des forces, et on va l'utiliser dans le principe fondamental de la dynamique. Donc allons-y, on a somme des forces égale MA, on a donc en force selon x, la force moins kx et la force moins hx point, qui sont données par la force de frottement et la force de rappel du ressort, et ça c'est égal à mx point point. On obtient donc mx point point, m fois l'accélération, est égal à moins kx, moins k la position, moins h fois x point la vitesse. Donc on a une équation qui couple l'accélération, la position et la vitesse. On se retrouve donc avec une équation différentielle, et pas n'importe laquelle, une équation différentielle qui couple finalement la position à sa dérivée seconde. Donc on va l'écrire un petit peu différemment avant de traiter cette équation. On va basculer tout ce qui dépend de x d'un même côté de l'équation et on obtient cette équation. Et on va faire une dernière petite manipulation de maths. On va tout diviser par m pour l'avoir sur un format un peu plus standard. Alors avant ça, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. On a trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la partie inertie, avec la masse fois l'accélération. C'est vraiment le principe fondamental de la dynamique qui nous fait apparaître ce terme. Ce deuxième terme, lui, il est lié au frottement, c'est h fois la vitesse. X point, c'est la vitesse selon x. Donc ça, c'est vraiment lié un terme qui est lié au frottement. Et vous avez ici un dernier terme qui correspond à la force de rappel, k fois x, x étant la position, puisque la force de rappel dépend de la longueur du ressort. Alors, si je divise tout par m, on obtient une équation sous cette forme, x point point plus h sur m x point plus k sur m x est égal à 0. C'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant sans second membre. Alors, pourquoi? On a ici la position, la dérivée première et la dérivée seconde de la position, donc on a bien un couple, un lien entre la fonction x et sa dérivée seconde. Je vous rappelle que x ici est une fonction qui dépend du temps, c'est la position en fonction du temps. On a les coefficients constants, puisque vous voyez qu'ici, il n'y a rien, donc ça veut dire 1. H sur M, c'est une constante. K sur M, c'est une constante. Et on a un second membre qui est constant et qui est nul de l'autre côté de l'égalité. Donc je vous invite à regarder la vidéo pour regarder comment résoudre ces équations différentielles de façon automatique. Enfin, c'est une façon de résoudre ces équations différentielles pas à pas avec 4 étapes. Là, je vais aller un peu plus vite puisque en réalité, on a une équation différentielle, mais on a un second membre nul. Donc finalement, résoudre cette équation différentielle, ça revient à faire juste la première étape, résoudre l'équation différentielle sans second membre. C'est ce qu'on appelle l'équation homogène. Et donc finalement, on n'a pas besoin de faire ces 4 étapes, seulement la première.
première et la dernière, puisque une solution particulière constante, bah, c'est très simplement x égale 0. Donc là, maintenant, concentrons-nous sur cette équation, on va essayer de la résoudre. Alors avant de la résoudre, on va lui faire 2-3 petits changements, comme on avait fait précédemment pour les oscillations libres. On va faire apparaître un terme qu'on va appeler 2 lambda, qui correspond à h sur m. Donc j'oppose 2 lambda égale h sur m. Pourquoi ce 2? Vous verrez plus tard, c'est pour simplifier les équations. On pourrait écrire lambda égale h sur m, mais on va mettre un 2 ici pour simplifier l'écriture. Et ce terme-là, on va l'appeler le terme d'atténuation, puisqu'il correspond vraiment au rapport entre les frottements H et la masse M. Donc c'est un terme d'atténuation, vous verrez que ça fait vraiment une atténuation dans le mouvement. Et ce terme d'atténuation, si on regarde sa dimension, on a H sur M. H, on a déjà montré que c'était mt-1. M, c'est une masse, donc on se retrouve avec t-1. Donc ce terme-là, c'est l'inverse d'un temps. Ensuite, on a K sur M. K sur M, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente des oscillations libres. C'est le terme de pulsation propre et on va poser que oméga 0 carré est égal à K sur M, donc la pulsation propre. Oméga 0 au carré, oméga 0 étant la pulsation propre, donc c'est la pulsation propre au carré. Exactement le même terme que précédemment, qui nous donnait donc nos oscillations libres. Donc finalement, de façon plus générale, on va chercher à résoudre des équations de ce type-là, x point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale 0. C'est la même équation, on a juste fait une modification dans le nom des variables, hein, et donc on a posé ça, mais c'est ce genre d'équation que vous allez retrouver dans plein de phénomènes qu'on va chercher à résoudre maintenant pour voir quelles sont les solutions de ce type d'équation. Alors allons-y, on veut résoudre cette équation, ici x est une fonction du temps, je l'ai déjà dit, je le redis. On va donc faire nos différentes recherches et on va en particulier chercher une solution sous la forme de A exponentielle de alpha t avec A appartenant à R. Si vous faites ça, vous cherchez une solution sous cette forme, on va vérifier qu'on peut trouver une solution sous cette forme après, mais on suppose que cette forme-là va être solution. On peut dériver x et obtenir x point. Donc x point, c'est alpha a exponentielle de alpha t, on dérive juste l'exponentielle finalement, a étant une constante et t étant la variable sur laquelle je dérive, et alpha étant une constante, donc ça me fait alpha a exponentielle de alpha t, et on reconnaît que c'est finalement alpha fois x. Ça, ce terme-là, c'est directement x. Donc je vais redériver ça une seconde fois, donc je vais redériver cette partie-là, donc finalement la dérivée x point, c'est alpha dérivée de x, et donc c'est alpha carré x. Voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient donc les 3 dérivées qu'on a besoin, et on va les réinjecter dans cette équation, pour vérifier que ça marche bien. Donc pour cela on remplace x point par alpha de x, et 2 lambda x point par 2 lambda alpha x, et puis on garde le x ici, à côté du oméga 0 carré, et on obtient cette équation. On va factoriser par x, et on se retrouve avec 2 parties d'une équation qui doit être égale à 0. Donc soit cette partie-là est égale à 0, soit cette partie-là est égale à 0. La solution x égale 0 égale constante égale 0, elle était simple à voir, hein. Il suffit de mettre x égale 0, tout le temps 0, hein, constante, donc la dérivée est égale à 0, sa dérivée seconde est égale à 0, et c'était solution. C'est pas une solution qui va beaucoup nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la solution pour laquelle alpha carré plus 2 lambda alpha plus oméga 0 carré est égal à 0. Donc on va chercher pour quelle valeur de alpha cette équation est égale à 0, puisque c'est alpha que l'on ne connaît pas dans cette équation. On a supposé x égale a exponentielle de alpha t, très bien, mais il nous reste à déterminer quelle valeur de alpha on doit mettre là-dedans. Un peu comme ce qu'on a fait pour les équations différentielles du premier ordre. Et là, si on regarde bien, ça c'est une équation du second degré, en alpha. Donc il va falloir résoudre cette équation du second degré. Cette équation, on appelle ça l'équation caractéristique, avec le égal 0. On appelle la première partie le polynôme caractéristique, on appelle ça le polynôme caractéristique. Donc l'équation caractéristique, c'est avec égal 0, et il va falloir résoudre cette équation caractéristique. C'est une équation donc du second degré, et pour résoudre une équation du second degré, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on calcule le discriminant. Le discriminant, c'est b au carré moins 4ac, donc on va prendre le terme ici, on va le mettre au carré, ce qui fait 4 lambda carré, moins 4 fois a c'est égal à 1, fois c, c c'est oméga carré, donc on se retrouve avec moins 4 oméga carré. Et là on peut mettre notre 4 en facteur, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un 2 ici, un peu manuellement, pour que ici ça s'écrive de façon très simple, delta égale 4 facteur de lambda carré moins oméga 0 au carré. On va donc avoir 3 cas possibles en fonction de cette valeur de delta. Si delta est positif, si delta est négatif, et si delta est égal à 0. 3 cas différents, 3 comportements différents qu'on va étudier ensemble.
Le premier cas, c'est le cas où delta est positif. Donc supposons que delta est positif. Delta sera positif lorsque le oméga carré sera plus grand que le oméga carré. Delta et lambda et oméga 0 étant des valeurs positives, ça va arriver finalement quand lambda sera supérieur à oméga 0, et donc quand le terme d'atténuation sera plus grand que la pulsation propre. Le terme d'atténuation, je vous rappelle que c'est finalement ce qui contient les frottements, et donc finalement on va observer ce type de comportement lorsque les frottements seront importants. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir comme valeur pour alpha? On va avoir deux valeurs possibles, deux racines possibles à notre équation caractéristique que nous avons écrite là. La première, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Le b vaut 2 lambda, donc ça fait moins 2 lambda plus racine de delta sur 2, le a valant 1. Ça se travaille un petit peu, vous voyez que le 2, je peux le simplifier ici, et le racine de delta, je vais prendre racine de ce truc-là, ça va faire racine de 4 fois racine de lambda carré moins oméga 0 carré, le racine de 4, ça fait 2, il va se simplifier par le 2 ici, et vous obtenez tout simplement moins lambda plus racine de lambda carré moins oméga 0 carré, pour la première racine, et si vous faites le travail pour la deuxième, vous allez obtenir la même chose, mais avec un moins à la place du plus. Voilà ce qu'on obtient. On obtient donc deux valeurs possibles de alpha carré, et donc on va pouvoir mettre dans notre supposition de fonctions du type a exponentielle de alpha t, deux valeurs de alpha possibles, et donc on va pouvoir faire la somme des deux. Alors une petite chose intéressante, je vous présente ça après, on verra tout de suite que les deux solutions ici sont forcément négatives, mais avant ça, voilà la forme des solutions. On a deux possibilités pour alpha 1, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la forme a exponentielle de alpha 1t plus une autre forme en type a exponentielle de alpha 2t, mais je ne vais pas mettre le même a, on va mettre une autre valeur qu'on va appeler b, et on va pouvoir prendre a et b comme on veut. Alors pourquoi ces deux alpha 1 et alpha 2 sont forcément négatifs? Regardons un petit peu. Ce terme-là, il est évidemment négatif, puisque lambda, on l'a vu, c'est négatif, donc moins lambda, c'est négatif. Lambda, c'est positif, donc moins lambda, c'est négatif. Et ici, vous avez moins une racine, et cette racine, elle est forcément négative. Donc là, alpha 2, c'est clairement négatif. Quand on regarde alpha 1, c'est un petit peu plus discret, mais vous allez voir qu'également c'est négatif. Alors, moins lambda, c'est clairement négatif. On va lui rajouter quelque chose, mais ce terme-là, racine de lambda carré moins oméga 0 carré, c'est forcément plus petit que racine de lambda carré. Et donc, c'est plus petit que lambda. Donc finalement, si ce terme-là est plus petit que lambda, et si on lui retranche moins lambda, si on le retranche lambda, ce sera négatif. Donc ce terme-là est également négatif. On se retrouve donc forcément avec la somme de deux exponentielles avec des alpha 1 et alpha 2 négatifs, donc de deux exponentielles qui vont tendre vers 0 lorsque t va devenir très grand. Alors si on regarde l'allure de ça va ressembler à ça. En fait, quand on a deux exponentielles qui s'ajoutent et qui tendent vers 0, il y en a une qui va être plus grande que l'autre et qui va gagner. Donc on va avoir une allure qui va ressembler à une exponentielle, et on voit qu'on va tendre gentiment vers la valeur nulle lorsque t va devenir très grand. On voit donc qu'on va partir d'une position ici, et on va converger vers une position d'équilibre, la position d'équilibre lorsque notre ressort est au milieu. Alors avant de vous présenter encore ça, revenons juste à la nomenclature. On appelle ce type de régime un régime apériodique, puisqu'il n'y a pas de période, c'est vraiment un régime qui tend vers une position d'équilibre, et c'est une solution dite transitoire. On va partir d'une position et revenir vers une position d'équilibre. Alors si on regarde un petit peu dans les détails ce que ça veut dire, regardons la position ici, on a un x positif, donc on est quelque part par là, et ce qui va se passer, c'est que notre masse va revenir tranquillement vers la position x égale 0, c'est-à-dire la position d'équilibre ici, et ne va jamais en réalité vraiment l'atteindre, c'est ce que nous dit l'exponentielle, mais on va converger vers cette position d'équilibre, en fait on va l'atteindre quand même, mais on va finir par converger vers notre asymptote et revenir sur la position d'équilibre. Très bien, ça c'est la solution avec delta positif. Donc là on a vraiment un système où les frottements sont majeurs, on part d'une position, on frotte tellement qu'on va revenir tranquillement sur notre position d'équilibre et s'arrêter. Point. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, deuxième cas. Le deuxième cas, delta, cette fois-ci, égale à 0. Là, ça va arriver lorsque lambda carré moins oméga 0 carré sera égal à 0, et ça arrive quand lambda est égal à oméga 0, c'est-à-dire quand le terme d'atténuation est parfaitement égal au terme de pulsation propre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Cette fois-ci, on va avoir deux valeurs
une valeur double, pardon, pour alpha, ce qu'on appelle une racine double, pour laquelle ce polynôme est égal à 0. Et cette valeur, c'est moins lambda directement. Vous pouvez le vérifier, hein, c'est moins b sur 2a. Moins b, c'est 2 lambda, donc ça fait moins lambda. Sur 2a, ça fait sur 2, ça fait donc moins lambda. On va donc avoir une solution qui va être un peu différente de ce que je vous ai présenté avant, une solution où vous allez avoir une forme pour la position x, une forme en a plus bt, le tout facteur de exponentielle de alpha t. A appartenant à R et B appartenant également à R. Donc on a le produit entre une première partie qui est une droite fois une exponentielle avec alpha qui vaut moins gamma, moins lambda, pardon, et donc ça, le alpha qui est ici, finalement, va être négatif, et ce terme en exponentielle va tendre vers 0. Alors qu'est-ce que ça donne si on regarde cette fonction? En fait, le premier terme, c'est une droite, donc, qui est représentée ici en orange, et vous avez ici le terme exponentiel qui est représenté par la courbe ici verte, et on va faire le produit des deux, puisque c'est notre droite fois notre exponentielle. Donc vous prenez votre exponentielle et vous la multipliez par la droite. Et qu'est-ce que vous obtenez? Ici, vous avez votre exponentielle qui est positif, ici votre droite qui est négative, le résultat est donc négatif, et on va être sur cette partie-là. Lorsque la droite vaut 0, ce qui arrivera à un moment, hein, puisqu'elle va croiser l'axe des abscisses, on va faire ce terme-là 0 fois ça fera 0, le résultat, donc on va se retrouver en ce point-là. Et puis une fois qu'on passe de l'autre côté, la droite, ici on se trouve dans une région où la droite est positive, fois une exponentielle qui est positive, donc ça donne une valeur positive que vous voyez ici. Et lorsque l'exponentielle devient très grande, comme ça tend vers 0, l'exponentielle gagne par rapport à la droite, et donc on finit par tendre vers 0, donc on a une forme qui redescend tranquillement vers 0. Donc on a voilà cette courbe où on va finalement partir d'une position, passer la position x égale 0, remonter dans la partie positive et redescendre tranquillement vers x égale 0, la position d'équilibre. Alors visuellement, ça donne quoi? Dans un premier temps, imaginons qu'on parte de ce point-là, négatif, donc on a compressé notre distance ici x, notre coordonnée x est négative. On va se rapprocher en passant l'axe des x égale 0, donc on va dépasser la position x égale 0, on va se retrouver quelque part par là, et après on va rejoindre tranquillement la position x égale 0 en redescendant tranquillement vers l'asymptote ici en vert. Donc on va revenir sur la position d'équilibre x égale 0. Ça c'est ce qu'on appelle un régime critique, et il est particulièrement spécial puisque c'est le cas exact où le terme d'atténuation est égal à la pulsation propre. Donc on en arrive au dernier cas où delta est négatif. Dans ce cas, le terme d'atténuation est plus petit que la pulsation propre. On a donc lambda qui est inférieur à oméga 0. Donc ce delta négatif, ça donne deux racines complexes conjuguées qu'on trouve sous la forme de moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Donc ici le b c'est 2 lambda, donc on se retrouve avec moins 2 lambda, et on prend moins i, racine de moins delta sur 2a, a valant 1, donc on a 2. On va simplifier cette expression, on voit qu'on peut encore simplifier par le 2, et on obtient moins lambda. Le moins i, on le conserve, et on va prendre racine de moins delta. Il suffit juste d'intervertir lambda ici, oméga 0, d'inverser comme ça, et on obtient ce moins delta, donc on a racine de oméga 0 carré moins lambda carré. Ça, c'est pour la première racine. La deuxième racine, on va obtenir la même chose, mais on remplace ici le moins par un plus. On voit qu'on a la première partie qui est la partie réelle, et la deuxième partie qui est la partie imaginaire. Et ces deux racines ont la même partie réelle, mais ont des parties imaginaires qui diffèrent d'un signe moins ici plus. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des complexes conjugués. Et on peut écrire ça d'une façon un petit peu différente. On va poser ici racine de oméga 0 carré moins lambda carré, on va appeler ça oméga, une pulsation. Et l'autre partie, on va la conserver. Donc on peut écrire nos deux racines comme moins lambda moins i oméga et moins lambda plus i oméga, oméga étant une nouvelle pulsation. Alors là, je vous invite à aller regarder la vidéo, si vous ne l'avez pas fait, sur les équations différentielles du second ordre, pour connaître le type de solution dans ce cas de figure avec un delta négatif. On obtient une solution qui est de la forme a cosinus oméga t plus b sinus oméga t, le tout facteur d'exponentielle de moins lambda t.
Si on regarde un petit peu dans les détails, ici on a le oméga qui apparaît et qui correspond donc à la nouvelle pulsation calculée avec le terme d'atténuation. Donc on se retrouve un petit peu comme dans un cas d'oscillation libre, hein, puisqu'on avait un cosinus oméga 0t plus sinus oméga 0t, mais là on a modifié la pulsation, et cette pulsation est forcément plus petite, puisqu'on va prendre oméga 0 carré, et on retrancher lambda carré, on va prendre la racine, donc ça c'est plus petit que oméga 0. Donc on se retrouve avec une pulsation plus petite que précédemment, mais on a un terme qui va osciller ici. Ensuite, ce terme oscillant va être multiplié par une exponentielle décroissante en moins lambda t qui fait apparaître les atténuations, c'est-à-dire une exponentielle décroissante qui tend vers 0. Donc si on regarde ce qu'on obtient lorsque l'on trace cette courbe, on obtient la courbe bleue. En fait, ça c'est un terme oscillant, donc qui va être un genre de sinusoïde, hein, qui va être une courbe périodique que l'on va multiplier par une exponentielle qui va être décroissante avec le temps, et donc qui est multipliée par cette enveloppe en exponentielle de moins lambda t. Donc finalement, on obtient cette courbe bleue qui est une sorte d'oscillation avec des amplitudes de moins en moins grandes. Alors on ne peut pas vraiment définir de période exactement, hein, puisqu'on revient jamais dans la même situation, mais on peut définir ce qu'on appelle une pseudo-période, puisqu'on va revenir dans une situation qui est analogue, qui n'est pas tout à fait la même, mais qui est analogue. Donc par exemple, entre ce point-là et ce point-là, on va trouver un temps caractéristique, entre ce point-là et ce point-là, on va trouver le même temps caractéristique, etc. On peut déterminer ce qu'on appelle la pseudo-période, en prenant 2π sur oméga, comme on avait fait précédemment pour la période propre, c'était 2π sur oméga 0, bah là par analogie on a 2π sur oméga avec le même raisonnement que précédemment. Et on va trouver cette pseudo-période. Ce régime d'oscillation amortie, on appelle ça un régime pseudo-périodique, puisqu'on n'a pas un régime périodique, mais quelque chose qui va s'atténuer avec le temps. Alors, dans les faits, qu'est-ce qu'on observe sur notre ressort? Donc là, c'est une façon, voilà, j'ai juste remplacé oméga par sa racine, et on voit que t est forcément plus grand que oméga 0, que t0, puisque que la période propre, puisque oméga est plus petit que oméga 0. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en fait notre mobile qui va se déplacer, faire des mouvements de va-et-vient avec des amplitudes qui vont être de moins en moins grandes. Donc si on part de cette position, par exemple ici, et qu'on lâche notre système, il va passer la position d'équilibre, le 0, il va avancer de l'autre côté, atteindre une position moins importante, moins loin, il va aller moins loin de ce côté-là, et puis après il va repartir en arrière, il va atteindre une position moins loin de ce côté-là, et ainsi de suite, et il va faire des oscillations avec des amplitudes de moins en moins grandes pour converger sur la position d'équilibre. C'est ce qu'on observe ici avec une succession d'oscillations amorties. Alors pour résumer, voici juste ce qu'on a fait, puisqu'on a fini en fait l'étude des oscillations amorties. Donc d'abord, on a, avec le principe fondamental de la dynamique et le bilan des forces, obtenu cette équation différentielle qu'on a écrite sous cette forme, x point plus 2 lambda x point plus oméga 0 carré x égale 0. Je vous rappelle que 2 lambda, c'est le terme d'atténuation, oméga 0, c'est la pulsation propre, donc ici vous avez la pulsation propre au carré. Et de cette équation différentielle, on a extrait l'équation caractéristique. Pour cela, on remplace la fonction, la dérivée seconde par alpha carré, la dérivée première par alpha, et la fonction elle-même, on la fait disparaître, et on obtient cette équation caractéristique ou ce polynôme caractéristique. On va calculer le discriminant, on peut factoriser le 4, on obtient 4, le facteur de lambda carré moins oméga 0 carré, et en fonction de la valeur de discriminant, il y a 3 régimes possibles. Lorsque le delta est positif, on a des frottements donc très importants, le terme d'atténuation est plus grand que le terme de pulsation propre, donc lambda plus grand que oméga 0. On a donc un régime qui va converger tranquillement vers la position d'équilibre, c'est un régime apériodique, ou une solution transitoire, et la solution s'écrit pour x, puisque c'est ce que l'on cherche, sous la forme de a exponentielle de alpha 1t plus b exponentielle de alpha 2t, alpha 1 et alpha 2 étant les racines de notre polynôme caractéristique. On va passer au cas extrême à l'opposé, le cas où les frottements cette fois-ci sont faibles, lambda est plus petit que oméga 0, on appelle ça un régime pseudo-périodique, et dans ce cas, on va avoir une oscillation amortie, donc on va avoir un système qui va osciller avec des amplitudes de moins en moins grandes, et la forme de la solution x va s'écrire sous la forme d'un a cosinus oméga t plus b sinus oméga t exponentielle de moins lambda t avec un oméga qui est la racine de oméga 0 carré moins lambda carré, c'est-à-dire on prend la pulsation propre moins le terme d'atténuation au carré et on fait la racine. On voit que oméga est forcément inférieur à oméga 0, donc on a une pulsation plus petite.
Et donc on a une oscillation qui va osciller finalement moins vite, avec une période donc plus grande, et qui va s'atténuer avec le temps, avec le terme d'atténuation ici. Et puis on a un régime intermédiaire entre les deux, qui est représenté par la courbe bleue ici, lorsque lambda est égal à oméga 0, donc c'est vraiment un cas critique, il faut vraiment que le terme d'atténuation soit parfaitement égal à la pulsation propre, et dans ce cas, on va avoir un peu un intermédiaire, on va avoir une oscillation si vous voulez, on va partir d'une position, on va dépasser la position d'équilibre, puis après on va revenir tranquillement vers la position d'équilibre. Donc on pourrait voir ça comme une seule oscillation, une grande oscillation, puisqu'elle se finit jamais, on va tendre vers la position, mais elle se finit pas. Donc finalement, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'oscillation, mais c'est un petit peu, c'est un cas intermédiaire. Donc dans ce cas, la solution s'écrit sous la forme de A plus B fois T, facteur de exponentielle alpha T. Le alpha ici, c'est moins lambda, hein, on l'a vu précédemment, avec le terme d'atténuation qui va apparaître ici. Voilà, donc naturellement, si vous étudiez un montage, vous ne serez pas dans les trois cas, vous n'aurez qu'un seul cas dans lequel vous serez, hein, soit dans le cas A, enfin soit dans le cas régime apériodique, soit dans le cas régime critique, soit dans le cas régime pseudo-périodique, en fonction du delta que vous obtenez. Je vous rappelle également que nous n'avons pas déterminé A et B, hein, quel que soit le cas de figure dans lequel nous sommes, et il faudra déterminer la valeur de grand A, grand B qui intervient dans chacune de ces équations en fonction de conditions aux limites, le plus souvent des conditions initiales, mais il vous faudra deux conditions pour déterminer A et B dans le cas de votre problème. Là, je vous ai montré les solutions de façon générale, mais naturellement, dans un cas particulier, il faudra vraiment déterminer A et B. Voilà, ce cours-ci s'arrête maintenant et nous verrons dans un prochain cours l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et ces informations qu'on n'a pas encore traitées, enfin en tout cas cette chose qu'on n'a pas encore traitée d'un point de vue mécanique.